On parle de cardiogénétique et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui ont des pathologies génétiques, pas tout le monde, mais certains. Et la génétique, c'est parfois un peu chinois. Et donc là, l'idée aujourd'hui, c'était de remontrer un petit peu les termes un peu le plus souvent employés et d'échanger dessus. Donc, qu'attendre de la génétique dans les maladies rythmiques et héréditaires? Alors, ça, c'est très, très brièvement, tout notre code génétique est codé par l'ADN, il y a 70 000 milliards de cellules, et dans chacune de ces cellules, on a le mode d'emploi pour se reconstruire. C'est l'ADN qui comporte ces gènes et qui sont les modes d'emploi. Et cet ADN est porté par les chromosomes, hein, c'est des souvenirs lointains pour certains. Hein. On a 22 paires de chromosomes non sexuels et une paire de chromosomes sexuels, XX pour les filles, XY pour les hommes. D'accord? Donc ça, c'est la génétique de base. Et en fait, sur ces chromosomes, on a plein de gènes. Donc 70 000 milliards de cellules. À l'intérieur de chaque cellule, on a tout notre code génétique et notre mode d'emploi pour se régénérer, pour régénérer chaque cellule. Donc, tout ça est porté sur des chromosomes, 23 paires, 22 dites autosomes, c'est non sexuel, et la 23e qui est XX ou XY. Et sur ces chromosomes, alors je ne peux pas pointer par contre, sur ces chromosomes, ce que vous voyez, copie du gène du père, copie du gène de la mère. En fait, on hérite de la moitié du patrimoine génétique de notre maman et de la moitié du patrimoine génétique de notre papa. Et tout ce mode d'emploi est codé, et cet alphabet, en fait, nous on a 26 lettres, il y a 4 lettres. C'est les A, T, C, G. Donc, tout notre mode d'emploi, il est fait à partir de 4 lettres. C'est quand même assez puissant, quoi. Si vous voulez, on imagine qu'on est tous faits à partir de 4 lettres. Et c'est l'association de ces 4 lettres qui nous donne chacun d'entre nous. Alors, il y a 2 types de maladies génétiques. Donc, ça se survient quand il y a une erreur dans ce matériel génétique, soit une anomalie chromosomique, il y a trop de chromosomes ou pas assez, c'est la trisomie 21 par exemple, au lieu d'en avoir 2, on en a 3, ou la structure du chromosome, ou alors c'est une anomalie survenant sur le gène. D'accord? Donc c'est vraiment à une échelle plus petite, mais on a au niveau de la copie du papa ou de la maman une faute d'orthographe en fait qui va faire qu'il y a une variation qui crée une erreur dans le mode d'emploi, pour faire simple. Et il y a 2 types de transmission de ces maladies, donc survenant sur un gène. Et dans les maladies rythmiques héréditaires, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça touche quasiment jamais les chromosomes, c'est toujours au niveau de ces gènes, d'accord? Donc il y a 2 types de transmission, pour faire simple. Une qui est autosomique récessive. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'on a besoin des 2 copies du gène, celui du papa et de la maman qui sont malades, pour exprimer la maladie. C'est ce schéma-là que vous avez en haut. En fait, les 2 parents ont un gène dit sain et un gène muté, mais quand il n'y a qu'une seule copie, l'effet, il n'y a pas d'effet. L'effet est récessif, c'est-à-dire que c'est le gène qui est bien qui prend le dessus sur le gène qui est muté. D'accord? Donc il n'y a pas d'expression de la maladie. Les 2 parents vont bien. D'accord? Par contre, si ils donnent chacun la copie du gène qui est muté, c'est là où on va exprimer la maladie. Donc ça, c'est récessif, d'accord? C'est ce qu'on appelle récessif, mais c'est pas fréquemment le cas dans nos pathologies. Il y a d'autres maladies qui donnent ça, mais pas tellement dans les pathologies qui nous occupent. Et souvent, il y a des notions de consanguinité, puisqu'il faut avoir les 2 copies, enfin que chacun, le papa et la maman, ait une copie du gène malade. Chez les patients, par contre, avec maladie rythmique héréditaire, on a plus souvent ce qu'on appelle une transmission autosomique dominante, c'est qu'il y a besoin que d'un des 2 gènes malades pour exprimer la maladie. Alors, on peut être porteur du gène, donc le risque de transmission donc, de ce gène, soit on a le gène malade, soit on a le gène pas malade. D'accord? Donc, il y a un risque de 1 sur 2 de transmission de ce gène et donc d'exprimer la maladie. Alors, c'est généralement sur ce qu'on appelle les gènes, les chromosomes non sexuels, donc ça touchera autant les hommes que les femmes. Même si on pourra revenir là-dessus, il y a des variantes, mais il n'y a pas de prédisposition normalement
par rapport au sexe, alors que, et vous allez me faire la remarque, dans certaines pathologies qui nous concernent, le syndrome de Brugada par exemple, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes touchés, mais pour autant, c'est quand même sur ce type de gène-là, c'est d'autres mécanismes qui vont intervenir. Par contre, on peut avoir des pénétrances dites incomplètes ou des expressivités variables, c'est-à-dire qu'on peut être porteur sain, c'est-à-dire qu'on peut avoir le gène, mais quand même ne pas exprimer la maladie, donc ça complexifie un tout petit peu les choses. Pour résumer, le gène ne va pas sauter une génération, c'est-à-dire que si aucun des deux parents n'a le gène, l'enfant, à part s'il y a une nouvelle mutation, il n'aura pas le gène, ou à l'inverse, si le parent a le gène malade, s'il ne le transmet pas à un enfant, cet enfant n'aura pas de risque, d'accord, de le transmettre à ses enfants. Donc, on ne va pas aller plus loin dans la recherche génétique, on s'arrête là, puisque la descendance sera indemne de ce gène. Par contre, la complexité, c'est qu'on peut ne pas exprimer la maladie, d'accord, on peut n'avoir aucun signe. Par exemple, si on reprend le syndrome de Brugada, ne pas avoir du tout d'aspect de Brugada, mais quand même être porteur du gène. Donc, c'est pour ça que on va quand même si on n'a aucun signe de la maladie, qu'on va très bien, on va quand même aller chercher un peu plus loin. Si on reprend toujours ce syndrome de Brugada, même la plupart des gens qui ont le syndrome de Brugada iront bien toute leur vie, n'auront jamais de problème. Il n'y a qu'une infime minorité qui aura un jour éventuellement un problème. Donc, c'est pour relativiser un peu toute cette génétique. Alors, c'est les variants. Alors, quand on vous rend les résultats génétiques, on parle parfois de variants. Donc, pour faire très simple, donc le gène, comme je vous l'ai dit, c'est la succession des 4 lettres. Donc, c'est un mode d'emploi, un gène, d'accord, mais qui est fait à partir de 4 lettres, d'accord. Et le gène, c'est le mot, ou en tout cas les phrases. Donc, le variant, c'est quand il y a une des lettres ou plusieurs lettres qui sont remplacées par une autre. Donc, c'est une faute d'orthographe, en fait, c'est ça le variant. Mais l'effet de cette faute d'orthographe peut être très variable d'une personne à l'autre. Il y a des fautes d'orthographe qui n'ont pas finalement qui ne changent pas le sens. Si je prends l'exemple de famille, si vous écrivez famille avec 3 L, bon, c'est une faute d'orthographe, mais on comprendra ce que ça veut dire, d'accord. Ou 2 M, c'est pareil, une faute d'orthographe, mais on comprendra. Donc, il n'y a pas d'implication, à part qu'on a des problèmes d'orthographe, mais bon, ça, c'est voilà. Alors que si vous mettez famille, famine ou facile, il n'y a qu'une lettre qui change à chaque fois. Il n'y a pas plus que l'autre. C'est pas une plus grosse faute d'orthographe que l'autre. Mais pour autant, ça change complètement le sens. Donc, c'est vraiment ça les variants, si vous voulez. Il y a des variants qui ont un impact parce que ça change la signification et d'autres qui n'ont aucun impact. Et donc, en fonction de ça, on varie, on classifie de 1 à 5. Bon, peu importe, en gros, 5, c'est vraiment, on est sûr que ça a un impact, et 1, on est sûr qu'il n'y a pas d'impact. Voilà. Je ne sais pas si ça avait été clair, les variants, mais c'est vrai, quand on vous donne en consultation les variants, parfois, ce n'est pas toujours simple de comprendre ça. Et un point avant de terminer sur les patients pré-symptomatiques, parce que c'est un peu particulier. C'est-à-dire que la génétique, on peut le faire chez les gens qui ont des signes de la maladie, mais chez les gens qui n'en ont pas, on peut plus discuter les choses parce que ça a un impact aussi psychologique. Donc, faut vraiment en discuter auparavant. Et la consultation doit être faite dans un milieu encadré, c'est-à-dire avec des médecins au sein d'une équipe déclarée. Donc, on consulte le plus souvent avec le professeur Tombeau, qui est généticienne, mais on a une expérience, tous les membres de l'équipe ont l'expérience de ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous embête un peu, on vous dit ça peut pas être fait partout. C'est pas juste une prise de sang qu'on fait, il y a tout le rendu autour. C'est pas blanc-noir ou un chiffre de glycémie qui est vraiment 0,1, quoi, si vous voulez. Il y a toute une explication autour à fournir. Et en ce qui concerne les enfants, la loi est encore plus restrictive, mais pour les protéger, c'est que le test génétique ne peut être prescrit que si les mineurs peut en tirer un bénéfice direct par des mesures préventives ou curatives immédiates. C'est-à-dire que faire le dépistage à un enfant de 5 ans, si ça ne change rien, s'il n'a pas la maladie, on va faire l'électrocardiogramme, on va faire le bilan. Mais si tout est normal, normalement, on ne peut faire le dépistage génétique, on peut vous proposer le dépistage génétique que si ça va changer quelque chose. Ce qui est le cas, par exemple, dans le QT long. Si dans le QT long, on trouve une mutation, on va donner une liste de médicaments à éviter, on va éventuellement mettre un traitement en route. Alors que, par exemple, dans le Brugada, s'il n'y a pas d'aspect de Brugada chez l'enfant, il ne se passera rien. Et donc, ça ne sert à rien de le faire trop tôt. Et normalement, la loi nous dit qu'il faut que le patient qu'il devienne majeur pour qu'il ait son libre choix. Et en tout cas, c'est une
qu'il puisse décider s'il veut ou pas savoir. Donc, ça pose des questions éthiques et vraiment, pour chacun est différent et chacun a vécu de ces annonces différentes. Donc, c'est important aussi. Ça ne doit pas forcément être systématique. Il y a toujours une discussion à avoir. Voilà. Bon, ça, c'est très rapidement, c'était ma dernière diapo sur comment ça se passe. En théorie, pour les enfants, il doit y avoir une première consultation d'information avec les parents et les enfants, bien sûr, les parents, et vous êtes les premiers concernés, mais on est un peu plus, pas réticent, mais en tout cas, plus prudent pour faire ces dépistages avec les enfants. Voilà ce que je voulais vous dire sur la génétique brièvement. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, j'ai une entendu que les États-Unis, il y a 15 ans. Est-ce que ça serait utile de maintenant de la recherche? Est-ce que la recherche a évolué? Alors, la question, c'est effectivement, on a fait les tests génétiques il y a longtemps, 15 ans là en l'occurrence, vous aviez fait. On n'avait rien trouvé à l'époque et effectivement, la génétique évolue. On ne connaît pas encore tous nos gènes. Hein. Il y a encore plein de choses à découvrir. Et donc, ce qui se passe en fait, en pratique, on garde une partie de votre ADN de toute façon pour retester. Mais effectivement, 15 ans, dans les fibrillations ventriculaires idiopathiques ou dans notre pathologie, il y a des nouvelles choses qui sont apparues, des nouveaux gènes qui ont été détectés. Mais effectivement, c'est des choses qui peuvent être utiles de le refaire sur quand il y a eu des évolutions de connaissances. Et c'est des choses qu'on peut envisager, oui, tout à fait. Parce que ça évolue, hein. C'est pas figé. Et ce qu'on vous dit aujourd'hui sur la génétique, sur on trouve pas, ou dans le Brugada par exemple, c'est que 20% des gens chez qui on retrouve une mutation génétique, c'est parce qu'il y en a probablement d'autres, hein, les 80% autres personnes chez qui on n'a pas retrouvé de mutation, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut juste dire qu'on ne les connaît pas à l'heure actuelle. D'autres questions? Alors, soit j'étais hyper clair, soit je vous ai tous perdus. Moi, j'ai une question Oui. du chat. Oui. Je suis patient, je suis porteur d'une anomalie génétique, d'une maladie héréditaire cardiaque. Mon frère ne veut pas se faire dépister. Est-ce que j'ai le droit de le dire à ses enfants? Alors, ça, c'est une vraie question. Alors, pareil, la loi nous dit des choses normalement. Alors, c'est notre responsabilité, mais de la vôtre aussi. On doit l'information aux autres membres de la famille. C'est-à-dire qu'il y a le secret médical, donc ils ne sont pas obligés de savoir ce que vous avez. Ça, c'est pas obligatoire. Mais par contre, quand il y a une mutation génétique avec un enjeu de prévention, de mise en route d'un traitement découverte, il est de notre responsabilité collective, à vous comme à nous, que l'information circule dans la famille. Donc l'idéal, effectivement, c'est quand il n'y a pas de problème dans la famille, de leur dire directement pour justement, on vous propose, dites-le bien, alors ce qu'on dit, c'est les apparentés du premier degré, c'est-à-dire ceux qui sont liés directement, les parents, frères, sœurs ou enfants, de proposer de se faire dépister. Et après, libre à chacun d'accepter ou de refuser. Hein. Il n'y a pas d'obligation de se faire dépister, mais au moins, l'obligation légale, c'est de transmettre l'information. C'est-à-dire que si jamais vous ne transmettez pas l'information, mais que la personne va décéder parce que on n'a pas découvert sa maladie, on peut être embêté. Les gens peuvent se retourner et dire oui, non, j'ai pas été mis au courant. Quoi. Donc ça, c'est un problème. Et nous, on peut le faire si il y a des problèmes dans la famille parce qu'on ne se parle plus. À ce moment-là, ce qui est possible, c'est de nous donner les adresses et nous, on les contacte sans dire de qui ça vient. Hein, d'accord ? On n'a pas à dire qui a quoi, c'est le secret médical, mais de dire dans la famille, il a été retrouvé quelque chose. Nous vous recommandons de consulter un cardiologue, de consulter un médecin pour aller faire dépister. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Ouais. Okay, oui. Mais qu'on n'a pas de défibrillateur. Est-ce que ça peut évoluer et avoir, à un moment donné, besoin d'un défibrillateur? Oui, tout à fait. C'est vrai que surtout dans le syndrome de Brugada, généralement on vous contacte au moins par téléphone régulièrement pour savoir comment ça va. Et si, dans l'absolu, on classifie le risque sur différents critères, mais oui, qui peuvent évoluer dans le temps. Alors, il y a des maladies qui touchent plutôt les enfants, les jeunes. Le Brugada, typiquement, c'est l'homme vers 40 ans. Alors, c'est que des statistiques, hein. C'est pas parce qu'on a un enfant que ça peut pas arriver, mais c'est rarissime. Donc oui, typiquement, dans le Brugada, ça va évoluer, ça peut évoluer avec le temps. Ça fait un peu une courbe en U.
Et le risque, entre guillemets, maximum est l'homme aux alentours de 40 ans. Et encore une fois, ce ne sont que des statistiques. Et on est tous individuels, donc ça ne veut pas dire que pour nous, c'est comme ça. Et c'est important, il y a des signes qui doivent alerter si jamais je viens à perdre connaissance. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses en plus. Et c'est pour ça qu'on voit les gens, ou qu'on recommande en tout cas aux gens, d'avoir un suivi régulier. Oui, annuel, ça suffit, oui. Après, ça dépend aussi de chaque personne. Alors, si on reprend l'exemple du Brugada, en fonction ne serait-ce que de l'aspect électrocardiographique, plus l'aspect va être important de Brugada, plus le risque va être important. Moins l'aspect sera important, plus le risque sera faible. Et si vous êtes une femme, que vous avez déjà 50, 60 ans, que vous n'avez jamais rien fait, les risques vont être très faibles qu'il se passe un jour quelque chose. Si vous êtes un homme, que vous avez 30 ans et que vous avez un aspect majeur de Brugada, bah oui, on va vous surveiller. Enfin, il y a probablement plus de risques qu'il arrive, que ça évolue, qu'il arrive quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est important de revoir un cardiologue, de refaire des électrocardiogrammes pour évaluer l'évolution. Oui. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de Brugada? Alors la question c'est qu'est-ce que c'est le syndrome de Brugada? Alors c'est vrai qu'on était parti pour pas forcément rentrer sur chaque pathologie et traiter globalement, mais pour répondre à votre question, le syndrome de Brugada, c'est un syndrome donc, qui a été décrit par les frères Brugada, ce sont des Catalans de Barcelone, qui avaient retrouvé, alors en l'occurrence c'est des enfants au départ, mais ça touche peu l'enfant, qu'il y avait un aspect sur l'électrocardiogramme particulier et que ces personnes qui avaient cet aspect sur l'électrocardiogramme particulier faisaient des arrêts cardiaques. Voilà. Donc c'est la conjonction c'est cet aspect électrocardiographique très particulier qui est un facteur de risque qui nous dit attention, peut-être que chez ces personnes, en fonction de certains autres critères, il y a un risque d'arrêt cardiaque. Mais ces gens qui vont par ailleurs très bien, qui n'ont aucun problème, c'est pas une fatigue du cœur ou quoi que ce soit, le cœur marche très bien par ailleurs.